Maintenant, c'était également jour d'ouverture hier à l'Assemblée nationale où les parlementaires revenaient dans une situation que Québec n'a peut-être pas connue souvent à travers les années parce que beaucoup d'indépendants, beaucoup de partis en recherche de leaders et donc beaucoup de gens sur des pierres instables. Donc, le Québec fait son indépendance, un député à la fois. Un député à la fois, peut-être. Notre invité était député représentant Québec solidaire, mais déjà depuis quelques mois a été écarté du caucus du QS et il siège comme député indépendant, journaliste d'expérience qui avait décidé de faire le saut en politique. Notre invité, Vincent Marissal. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Dupont le matin. Bien, merci de m'inviter. Vous avez été journaliste pendant combien de temps? Près de 30 ans. 30 ans, puis... Près de 30 ans. J'avais commencé d'ailleurs, pas tout à fait ici, là, mais en 93, j'avais été engagé par Le Soleil. Ah oui, OK. J'ai fait 4 ans ici. OK. Dont 2 ans à la colline parlementaire, notamment en 1995, qui avait été une année quand même assez extraordinaire. Ouais. Ouais. Ma première campagne, même pas électorale, mais la première campagne que j'ai couverte, c'était la campagne référendaire de 95. Fait que OK. je pense que c'est là que j'ai pris la piqûre. Mais quand vous commencez comme journaliste écrit, c'est la politique qui vous intéresse ou c'était un peu tout? Non, en fait, ça m'intéressait pas tant, je dois le dire, là, honnêtement. Là. Non, j'étais plutôt un généraliste là, qui trouvait des nouvelles un peu partout, puis j'avais bien du fun à faire ça. Puis moi, je suis pas un gars de Québec. Là. J'ai grandi dans le canton de l'Est. J'ai étudié à Montréal. Et je suis arrivé à Québec. Pour moi, c'était un nouveau terrain de jeu. J'ai eu bien du fun ici pendant les 4 ans que j'ai été Mais pourquoi Québec? Il n'y avait pas d'ouvrage à Montréal? Il n'y avait pas de travail dans ces années-là à Montréal comme journaliste? Non, mais souvenez-vous, 93, fin de récession. On avait eu 2 récessions de suite. Fin 80, début 93. Ça engageait pas beaucoup. Quand il y avait une job, on disait oui. Là. Oui, on disait oui. Puis pour moi, c'était quand même une occasion de rêve. J'avais commencé à La Voix de l'Est à Granby, qui est le plus petit quotidien du Québec. Fait un stage à la presse. Évidemment, j'avais des attirances naturelles vers Montréal, mais quand j'ai eu une offre à Québec, puis je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais le Québec avait lancé une opération assez audacieuse, voulait rajeunir sa salle de rédaction. Alors, ils avaient dit, OK, on engage 10 jeunes, puis les plus vieux de Soleil nous appelaient les talents Catelli, ça va rappeler quelque chose aux plus vieux. C'était pas méchant, mais l'opération était la suivante. On engage 10 jeunes à l'essai pendant 1 an. Puis si on veut les garder, pour chaque 3 plus vieux qui prennent leur retraite, on donne une permanence à un jeune. Alors, l'idée, c'était de faire partir, en quelque sorte, 30 journalistes plus vieux. Je le dis comme ça. Évidemment, il y avait un désir de rajeunir la salle de rédaction. Puis finalement, on a été 4 à rester. Mais est-ce que ça rajeunissait le propos? D'avoir des plus jeunes qui écrivent? Est-ce que vous aviez l'impression que c'était vraiment plus jeune comme façon d'écrire par rapport aux plus anciens? J'ai l'impression que oui, cela dit en tout respect pour les plus vieux, dont je fais partie maintenant. Je pense que mes enfants voient pas le monde comme moi je le vois, puis c'est normal. On n'a pas la même expérience, on n'a pas... Puis, prenez par exemple la révolution des réseaux sociaux. Moi, là, je suis un peu dinosaure dans cette affaire-là. Là. Je m'en sers parce que j'ai besoin, puis je suis pas complètement dépassé, mais je regarde madame en face de moi qui est visiblement plus jeune que moi. Je pense qu'elle a une autre relation. Je m'excuse, je connais pas votre nom. Mégane. Bonjour Mégane. Je pense que vous avez une autre relation avec les réseaux sociaux que moi, et c'est normal. Mais il ne faut pas se braquer contre ça, parce que, tu sais, moi, j'ai 57, puis je me braque pas. J'essaye de rattraper mes grands flambeaux, là, puis c'est pas tout le temps facile, mais j'essaye de les suivre. Eux autres, des fois, ils comprennent même pas pourquoi je marche dans leur trace ou que j'essaie de les suivre, parce que c'est pas pour toi. Tu sais, quand j'ai apporté Twitch ici, à la radio, j'étais un des premiers à faire ça, puis ils me disaient, mes gars me disaient, t'as pas d'affaire là, c'est pour les gamers, Twitch, tu te barrasses, le bonhomme. Mais, tu sais, c'est devenu pourtant... mon oncle. Oui, c'est un peu ça. Fait qu'il faut des fois marcher avec l'évolution et ça. Vous n'avez pas commencé à la machine à écrire, je peux pas croire? Non, mais c'était des écrans cathodiques, il n'y avait pas de cellulaire, on n'avait pas Internet. C'est vrai. On n'avait pas Internet. Et même moi, aujourd'hui, je ne me souviens pas comment on faisait. Et je me souviens notamment, parce qu'après ça, je suis allé à la presse, au bureau d'Ottawa. Puis quand on faisait une recherche, on allait à la bibliothèque, on sortait les gros livres. T'es député en quelle année, machin, dans quel comté. Puis là, il fallait y aller à la page. On sortait de la nouvelle pareille. C'était juste différent. Puis vous avez raison de dire qu'il ne faut pas se braquer contre le changement. Aujourd'hui, c'est nouveau, ça va beaucoup plus vite. Bon, les réseaux sociaux, on va se dire, ont un côté aussi assez désagréable, puis assez glauque là, quand ça se met à tirer de la boîte partout, là, et parfois même pire que ça. Mais honnêtement, je ne sais pas comment on faisait pour sortir de la nouvelle. Je pense qu'on en sortait moins.
Moi, il m'arrivait de dormir sur un scoop pendant une fin de semaine en disant, je sors pas ça la fin de semaine, ça siège pas, ça sert à rien, je vais attendre mardi matin. Aujourd'hui, c'est impossible. Ben, aujourd'hui, un journaliste ou une journaliste qui fait ça, probablement a des tendances suicidaires professionnelles parce que tu peux plus faire ça. Oui, moi, je donne souvent l'exemple que moi, je l'ai vécu durant les changements, l'arrivée, puis je me souviens d'un de nos patrons, nous avait réunis, il nous a dit, le prochain qui sort une nouvelle ou un scoop, moi, j'étais plus dans le sport à cette époque-là, il dit, qui sort ça sur sa page Facebook, avant de le sortir à la radio, parce que c'était à la radio, il dit, il est immédiatement congédié. Puis, au moment, c'était correct parce que c'était pas assez populaire. Ouais. Mais rapidement, il s'est aperçu qu'il pouvait faire ça. Si on n'était pas toujours en onde, mais on se faisait battre ou on se faisait déjà dépasser. Fait qu'il a fallu s'adapter à ça. Mais je suis content de vous entendre dire, faut pas se braquer contre le changement, ce qui me fait dire que vous êtes donc très favorable au troisième lien, puis je trouve ça encourageant. Je vais interpréter ça comme je veux. On ira pas là. Non. Je trouve ça le fun. Donc, et là, vous avez fait de la politique comme journaliste pendant des années. À quel moment vous dites, hey, j'aimerais ça peut-être aller l'autre bord. T'sais, peut-être c'est arrivé après 20 ans de carrière, mais vous avez été 10 ans à y penser parce que vous avez peut-être pas le parti qui vous ressemblait, mais comment ça s'arrive? Ça arrive, ce changement-là, de changer de côté de clôture? Oui, c'est la question, quand est-ce que ça s'est passé exactement? J'ai pas de date. Je peux pas dire. Mais après avoir été journaliste pendant quand même plusieurs années, j'ai été chroniqueur pendant 15 ans à la presse. Et là, mon regard a changé, mes relations ont changé aussi avec les politiciens. Puis moi, je vous dirais qu'il y a deux catégories chez les journalistes et chez les chroniqueurs en particulier, parce que je connais plus les chroniqueurs et les chroniqueuses. Mm-hmm. Il y a deux catégories. Ceux et celles qui disent jamais je ferai de la politique. Over my dead body, pour ces personnes-là, c'est soit une trahison, soit quelque chose d'impossible. Et il y a ceux et celles qui n'excluent pas la chose. Et j'étais de ceux qui n'excluaient pas la chose en me disant, ça fait longtemps que je regarde ce lac-là du rivage. J'ai comme envie de me jeter dedans. Puis c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Le service public m'attire beaucoup. J'ai énormément de respect. Bon, là, j'ai l'air de parler pour ma paroisse parce que je suis maintenant un député, mais j'ai énormément de respect pour les gens qui plongent puis qui y vont. Parce que c'est pas facile. Même si vous étiez proche de cette réalité-là, un coup dans le lac, l'eau est plus frette que ce qu'on pensait. Ah, c'est pas parce que tu vis à côté d'un lac que tu sais nager. Là. Ah, c'est ça. C'est pas la profondeur de l'eau, puis tu sais pas quelle température elle est l'eau. Puis tu connais pas les fonds non plus. Des fois, il y a des vagues de fond et des rames de fond qui viennent te chercher, des lames de fond, je devrais dire, qui viennent te chercher par en dessous. Fait que non, c'est tout un chemin différent. Puis les gens disent, ouais, mais tu dois pas être surpris, tu connaissais ça. Ouf! Pas tant que ça. Pas tant. Alors, après 8 ans, ça a pris combien d'années avant de le regretter, d'avoir plongé dans le lac? Non, je le regrette pas. Je le regrette pas du tout. Je sais pas si je vais continuer. J'en suis pas encore arrivé à la conclusion finale. Je le regrette pas, mais je constate les affres de la politique. Puis je dis pas ça pour me plaindre. Là. Puis je veux dire, on est bien traités, les députés. Puis, tu sais, moi, je suis pas col bleu à ramasser les poubelles ou travailler dans une mine ou être caissière chez Provigo. Là. Fait que je vais pas me plaindre. Là. C'est pas ça. Mais le fait est que c'est quand même assez tough, la politique. Puis on l'a vu hier. Moi, j'ai vécu une rentrée parlementaire comme je l'ai jamais vécue. Racontez-moi. Ni comme député, ni comme... Mais pourquoi, mettons? Je comprends la situation. C'était tellement émotif hier, c'était tellement particulier, parce que vous l'avez dit, il s'est passé tellement de choses depuis le 12 décembre qu'on a fermé la shop, puis qu'on est revenu hier. L'impression là, qu'on était tous dans un autobus, là, puis qu'on a pris le champ à 20, puis qu'on est sorti un peu à gare de l'autobus en se disant qu'est-ce qui s'est passé. Ah ouais. Il y en a-tu qui ont perdu des membres, il y en a-tu qui sont morts. Mon image est un peu forte, là, mais hier, il y avait de l'émotion. Puis, évidemment, vous ne voyez pas tout ce qui se passe sur le parquet du Salon Rouge, mais il y a beaucoup d'humanité là-dedans aussi, tu sais. Parce que là, hier, vous étiez comme vous pouviez vous rapprocher de Guilbeault, Dubé, tous ceux qui... Je vous raconte avec Christian Dubé, parce que moi, j'ai été son critique pendant 5 ans. Puis on s'est écorché, là. On peut pas dire qu'on s'est crêpé le chignon parce qu'on n'a plus de cheveux ni l'un ni l'autre, mais on s'est quand même écorché. On a eu beaucoup de différences. Non, ça a toujours été dans le respect, mais il y a eu des questions difficiles, il y a eu des réponses difficiles. On a eu beaucoup de différends. Alors hier, moi, j'arrive dans l'allée des indépendants, là, ce qu'on appelle parfois le poulailler, puis je vois Lionel Carman, je salue Lionel, fais l'accolade à Lionel. Je me retourne de bord, c'est Christian Dubé qui est là. Christian Dubé est à 2 sièges de moi. Puis là, on s'est regardé, puis on est juste parti à rire en disant « ouais ». C'est ça. Ouais. Tu sais, quand mon image de l'accident d'autobus, là, on est sortis les pieds dans la neige, dans le champ, on s'est regardé, on a fait comme « ouais ».
OK. Puis là, on s'est fait la collade, on s'est parlé, comment ça va, t'as l'air bien, tu sais. Alors, là, je fais 3 pas, je m'en vais à mon siège, je suis assis à côté de Marois Risky. C'est beaucoup d'émotions, puis on n'est pas fait en bois, on n'est pas des... Tu sais, souvent, on dit les politiciens, la langue de bois, puis ils sont tous formatés, tout ça. C'est vrai que des fois, on va en point de presse, on fait attention à ce qu'on dit, puis on est prudent, puis des fois trop, puis je comprends tout ça. Mais hier, il n'y avait pas ça. Puis je regardais François Legault. Moi, François Legault, je le connais. Là, j'ai été le premier journaliste à faire une longue entrevue avec François Legault quand il est arrivé en politique en 98. Je le connais. Pas comme si je l'avais tricoté, là. C'est pas un ami intime, là. Pas du tout. Mais je le connais, puis je regardais son visage hier. C'est un visage que j'ai pas vu souvent chez François Legault. Il a hâte de s'en aller. Fatigué? Tanné? Ah, je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais je voyais un peu de tristesse. Okay. Un peu de... Je suis arrivé au bout. C'est l'heure des bilans, puis je m'assois ici pour la dernière session. Ben, ça fait plus de 25 ans qu'il est là, François Legault. Ça fait longtemps, là. C'est presque toute sa vie, en fait. T'sais. Alors, oui, il y avait quelque chose là-dedans d'un homme qui a servi, qui a donné, puis qui arrive au terminus. Mais vous, concernant vous, M. Marissal, avez-vous l'impression peut-être que quand on regarde ça aujourd'hui, que vous avez peut-être choisi le mauvais véhicule en vous associant avec Québec solidaire? Parce que vous êtes un homme très brillant, je vous le dis sincèrement, puis, tu sais, en même temps de s'associer à un parti. Parce que si j'avais une baguette magique aujourd'hui, je prendrais le groupe des indépendants. Là, je les connais pas toutes, là, mais... Tu sais, Mme Poulet, je la connais pas, mais les autres, là... Ça pourrait faire un beau gouvernement, là, avec Dubé, vous, Risky, que j'aime beaucoup. Donnez-moi pas des idées, là. Non, mais M. Carman... Mais, un autre parti. Non, mais vous êtes tellement différents. Oui. Puis vous dites, hey, on crée pas de parti, on se donne pas de ligne. On arrive avec notre bagage, puis on essaie de gouverner ça comme on peut, sans ligne précise. Donc vous, est-ce que peut-être vous avez choisi le mauvais véhicule avec Québec solidaire? Non, je pense pas. À l'époque, j'y croyais. Je pensais qu'on pouvait faire autre chose. Je pensais qu'on pouvait aller ailleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'iniquités au Québec. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustices. Les services publics vont pas bien. Là. Moi, je vous dis, j'ai été critique en santé pendant 5 ans. Ça va pas bien. Là. C'est de mal en pis, puis ça se détériore beaucoup. Alors, je pense qu'à l'époque, j'ai pris le véhicule qui me convenait le mieux, puis j'ai voulu y croire. C'est la destination à laquelle on arrive à la fin qui, moi, m'a pas plu, qui ne me plaisait plus. Puis j'ai même eu l'impression à certains moments que le véhicule n'avait plus vraiment de destination, mais qu'il était dans un cul-de-sac. Puis je le dis en tout respect pour mes anciens collègues. Puis vous dites, je suis un gars intelligent, ben je vais prendre le compliment, là. Mais tu sais, mes anciens collègues de QS aussi sont tous des gens brillants, des gens qui ont des convictions, qui poussent pour quelque chose. Moi, ça ne me convenait plus. Puis on est arrivé à certains moments aussi où il y avait des différends qui étaient pour moi irréconciliables. Mais comme quoi? Parce que quand vous êtes entré de l'extérieur, quand vous êtes entré chez QS, ça me semble relativement le même QS. Qu'est-ce qui a changé? Parce que j'allais vous poser, et je vous laisse répondre dans 3 secondes, mais j'allais vous poser la question. On dirait que plus on est idéaliste, plus la machine nous écrase, et c'est particulièrement vrai pour les ex de QS. Il y a eu Catherine Dorion, il y a eu celle qui était co-porte-parole après. On dirait que l'idéalisme de QS est écrasé par la machine. Oui, mais ça, c'est un phénomène mondial. La gauche a des problèmes à se placer. La gauche a des problèmes à se placer. La gauche n'arrive pas à se donner une crédibilité pour être une solution de rechange. Puis ça, c'est malheureux. Puis je parle pas nécessairement de l'extrême gauche. Je parle d'un mouvement de gauche, de gens qui vont plutôt favoriser l'enrichissement collectif que le libre marché. Là, je viens de faire un raccourci, là, mais c'est un peu ça. Des gens qui vont dire, par exemple, ben, on faut absolument qu'on lutte contre les changements climatiques. Puis on va se le dire, QS, comme beaucoup d'autres partis de gauche, n'ont pas réussi à donner une offre satisfaisante ou même crédible à la population. Puis moi, j'en prends une part de blâme, là. Je vous l'ai dit, j'ai été critique pendant presque 5 ans en santé. Avant ça, j'étais critique en finance. Qu'est-ce qu'on offre à gauche pour la classe moyenne? Puis c'est la classe moyenne qui élit les gouvernements. Au Québec, c'est le 4-5-0 qui élit les gouvernements en général. T'sais. Alors, qu'est-ce qu'on a offert? Qu'est-ce qu'on est capable d'offrir? Même chose dans des pays où la gauche, traditionnellement, avait une plus grande force, comme en France, par exemple. La gauche est complètement divisée, complètement perdue. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'offrir quelque chose? Mais c'est parce que le mariage... C'est pas nécessairement la faute de l'électorat. Puis ça, c'est une erreur de la gauche de penser que c'est la faute de l'électorat qui comprend pas, puis on va continuer d'expliquer. Ben, la communication, c'est bidirectionnel. Tu as l'émetteur puis tu as le récepteur. Peut-être que le problème dans ce cas-ci, c'est l'émetteur plus que le récepteur.
Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, il faut voir ça aussi avec les priorités que les gens vont vivre. Tu sais, c'est bien beau l'environnement, c'est voies, tout est correct. Sauf que, tu sais, je pense aux gens de l'Abitibi à Rouen, là, qui se plaignaient des comportements environnementaux de la fonderie Horn. Puis là, ils vont perdre leur job, puis peut-être leur maison, puis tout le... Oh, puis ils disent, oui, puis on veut pas tolérer plus d'arsenic dans l'air, mais on pourrait-tu faire un compromis, puis être un petit peu moins chialeux, puis garder nos jobs? Parce qu'à un moment donné, il faut manger aussi, là, tu sais, ça revient à la base. Donc, le mariage entre les idéologies extrêmes d'environnement, par exemple, mais aussi les idéologies de base qui est de nourrir sa famille puis de vivre. T'sais, on n'éliminera pas des enfants parce qu'on n'a plus d'argent. Mais c'est un bon exemple, c'est un beau dilemme. Cela dit, la fonderie Horn, on le sait depuis des décennies qu'elle pollue beaucoup puis qu'elle envoie de l'arsenic dans l'air. On ne peut pas accepter non plus que les bébés de Rouyn-Noranda naissent plus petits puis qu'il y ait une espérance de vie moindre que celle des autres. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais déménagé ce quartier-là avant puis que c'est encore un vague projet? Comment ça se fait qu'on n'a pas pris ce dossier-là à bras-le-corps plutôt que d'arriver à minuit moins une avec une multinationale qui fait du chantage en disant, ben là, si tu me donnes pas ça, moi, je ferme. Et qu'on est rendu... C'est un catch-22, comme disent les Anglais. Tu n'as pas vraiment le choix d'autre que de trouver une solution, sinon tu fermes la shop. J'entendais ce matin, c'est 3000 emplois directs et indirects. C'est beaucoup quand même. Tu fermes la fonderie Horn, tu fermes une partie de Rouyn-Noranda, puis ils ont déjà assez de mal à avoir des services publics, à avoir du monde. Oui, c'est un très bon exemple. Mais vous l'avez dit, là, on a laissé les gens s'installer tout autour, dans une zone critique. On l'a fait à travers quelques années en Beauce, par exemple. Je pense, pour les gens qui sont déjà à la Sainte-Marie-de-Beauce, on a pris le cœur du centre-ville, puis on l'a complètement déménagé dans la côte, parce que ça inondait une fois aux 4 ans, à peu près, en bas, puis c'était invivable. On a été capable de déplacer les gens pour que ça devienne plus raisonnable. C'est un endroit où on n'aurait jamais dû laisser grossir le quartier autour de la fonderie, puis on aurait dû commencer à penser bien avant à relocaliser les gens à une certaine distance, tout en obligeant la fonderie également à améliorer son système de retour dans l'air. Avec toujours en tête la transparence pour la population. Parce que quand c'est pas transparent, les gens s'imaginent plein de choses, vraies ou fausses. Puis avec les réseaux sociaux qui envoient ça dans l'univers, là, ça devient complètement distorsionné. Puis une chatte, il retrouve plus ses petits. La transparence. Mais c'est sur le long terme. C'est sur le long terme qu'il faut agir. Bon, là, il y a une élection qui s'en vient dans 9 mois, 8 mois à peu près. Il va falloir que... Je comprends que vous n'avez pas pris de décision encore, mais vous ne pourrez pas attendre dans 8 mois. Non, là, le bébé va arriver. Non. Là, fait que... non, je vais prendre la décision assez rapidement, ne serait-ce que pour moi, puis pour ma famille aussi, puis capable de voir la suite aussi à un moment donné. Tu sais, la fameuse image là, d'un petit diable sur l'épaule, puis le petit Dieu sur l'autre, là, ben, j'ai ça ces temps-ci. Tu sais, le petit diable, il me dit continue, puis le petit Dieu, ou en fait, je sais pas ce que c'est, il me dit sauve ta peau, va-t'en, c'est dur, t'as déjà assez souffert. Feu, mon ami Jean Lapierre avait cette expression, ben, il y en avait plein, là, mais il y en avait une extraordinaire qui dit on a laissé des bouts de peau sur l'asphalte. Ben, c'est un peu ça. J'ai laissé quelques bouts de peau sur l'asphalte. Ça va faire 10 ans, d'ailleurs, cette année. Ça va faire 10 ans en mars, effectivement. Vous faites bien. Mais vous ne pouvez pas arrêter complètement. Vous voulez ça dur. Songez-vous à une retraite complète? Non. Ben non, j'ai juste 59 ans. OK. Je ne veux pas m'arrêter complètement. Puis, je peux faire plein de choses. Je pourrais retourner à l'analyse politique. J'ai des projets d'écriture. Je tente le milieu de l'enseignement. J'ai toujours souhaité de redonner, justement, on parlait des plus jeunes, redonner. Je pense que j'aurais quelque chose à donner dans ce secteur-là. Vous ferez attention parce que tout le monde qui était assis autour de vous hier peut aussi faire de l'analyse politique. Parce que là, nous autres, à la radio, on va tous perdre nos jobs. Hein? C'est Drainville, Guillemot, ils vont tous s'en venir travailler ici. Là, il va y avoir plus d'ex que de gens à l'emploi en ce moment. Mais bon, j'ai pas pris la décision, puis j'avoue que c'est assez déchirant parce que je le sens. Je sens que j'ai quelque chose à donner. Puis après 8 ans, j'ai l'impression, sans dire que je suis arrivé à mon sommet, là, j'ai l'impression que la courbe d'apprentissage m'a amené à un niveau où je suis capable de donner. Puis je suis fonctionnel, puis je connais la game, puis je connais bien le lieu, je connais bien les codes. J'ai plusieurs idées aussi fortes que j'aurais souhaité mettre de l'avant. Alors, il va falloir que peut-être, il neige-tu, là, aller prendre une autre marche dans la neige, là, puis... Comme François Legault l'a fait, Mégane. Est-ce que vous songez à peut-être débarquer du bateau parce que, justement, vous trouvez qu'au cours des dernières années, la politique a énormément changé ou c'est juste parce que, bon, on a fait le tour de, justement, des apprentissages, comme vous venez de dire? Ouais, je pense que ce
qui m'inquiète le plus, c'est mon état de santé, la suite. Tu sais, René Lévesque disait, cette job-là de politicien, c'est du tu-monde. Puis quand je vous parlais de la rentrée d'hier, j'ai vu du monde magané. Ah, ouais. J'ai vu des collègues maganés. Ben, c'est triste parce que c'est pas. Et probablement qu'ils disent perception la même qu'on chose a, de tu sais. moi. Probablement qu'ils disent, Absolument. Marie-Charles, il est magané. Mais en même temps, OK, ça, c'est la vision que vous avez, vous, à l'interne. Mais la vision de nous, Ouais, les gens normaux à l'extérieur, je vous le dis, là, ça s'en vient et on ne voit pas d'alternative. Je ne vois pas, je l'ai dit à Éric Duhaime, que son parti n'est pas rendu à être une option de vote. Le PQ, la séparation du Québec, moi, autour de moi, il n'y a personne qui veut en entendre parler. Le PQ serait peut-être un bon gouvernement, mais sacrez-nous la paix avec la séparation, avec l'indépendance du Québec. Québec solidaire à gauche, moins là, moins moi. Puis la CAQ. La CAQ, c'est drôle parce qu'on sait même plus de quel bord ils sont parce qu'on sait même pas qui va être là, puis on sait centre-droit, droite, gauche, on sait plus. Puis le Parti libéral, c'est la déroute totale. Fait que le citoyen qui regarde ça vite, qui est pas comme moi un grand connaisseur, il est face à aucune solution. Il voit même pas qu'est-ce qu'il va aller faire dans l'urne, même s'il va y avoir du monde sur les poteaux dans 8 mois, là. Ouais. Mais vous me dites ça, puis les gens me disent ça, puis je le vois dans les sondages, puis je le vois dans les discussions. On peut pas non-obster ça. On peut pas nier ça, que les gens ne se retrouvent peut-être pas dans l'offre politique actuelle. Par contre, vous dites, par exemple, le PQ, lâchez-nous avec la souveraineté, c'est la raison d'être du PQ. Si le PQ lâchait ça, on dirait, ils sont donc Ils ont perdu leur essence. Ils sont donc bien faux cul, puis ils veulent juste le pouvoir pour le pouvoir. Alors, moi, à la limite, je lève mon chapeau à Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir planché là-dessus résolument. Je pense que vous aurez compris que je suis pas conservateur, là, puis que j'ai jamais été conservateur. On célébrait Stephen Harper, là, que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup couvert à Ottawa dans le temps. Puis croyez-moi, comme journaliste, là, Stephen Harper, il était détestable. C'était un mini-Trump. Là. Mais il vous aimait pas non plus. Ah non, il nous aimait pas, puis il nous le laissait savoir. Là. Moi, j'ai fait des points de presse contrôlés par la GRC parce que Stephen Harper voulait nous garder à distance. Là. Je vous le dis, comme journaliste, il était vraiment détestable. Mais il y a une affaire qu'on va donner à Stephen Harper. Il avait un itinéraire et il allait le suivre. Il a respecté son que idée. Vous aimiez ou pas. Puis il a amené quelque chose de nouveau en campagne électorale, 5 idées. Pas 22, là. Puis en plus, il n'y avait pas le Martin en face, qui en avait 32 puis qui n'était pas capable de les livrer. 5 choses qu'il a faites. Puis croyez-moi, je ne suis pas conservateur. Mais je suis capable de dire que lui, il avait les deux mains sur le volant, c'est le cas de le dire. Puis il s'en allait là. Que vous aimiez ou pas. On peut pas faire plaisir à tout le monde et à son père. Puis j'ai l'impression que la CAQ s'est un peu perdue là-dedans. Ah, absolument. On ne sait plus de quel bord ils sont. Fait que c'est exactement. Alors, tu sais, que QS dise, nous autres, on est résolument à gauche, lutte au changement climatique, inéquité sociale. OK, très bien, on sait où est-ce qu'il loge. T'aimes ou t'aimes pas. Tu votes ou tu votes pas. Pour ça, le PQ, si vous nous élisez, va en avoir un référendum. OK, au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais il y a quelque chose de fascinant en politique au Québec en ce moment. Avez-vous remarqué dans le dernier sondage que les libéraux ont pris 6 points? Ouais. Ils n'ont pas de chef. Ils sortent d'une autre crise assez nauséabonde, merci, là, dont on ne connaît pas encore tout. Malgré tout, ils ont pris 6 points. Oui, mais ça revient. C'est moi. Je voterai pas, mais c'est moi parce que si je veux absolument exercer mon droit de vote, il va falloir que je choisisse quelqu'un. Puis moi, je suis pas très à gauche, là. Mais en même temps, c'est ça, là. Je serais peut-être. On le connaît tellement pas. Puis c'est un de nos collègues, c'est Sylvain Bouchard, qui disait plus tôt cette semaine, il dit ce qui était un avantage avant est devenu aujourd'hui un désavantage. Donc d'avoir de l'expérience et d'être connu, ça nuit. Puis quand on regarde Carney et les autres nouveaux qui arrivent de nulle part, donc pas trop de squelettes dans les garde-robes, gagnent en popularité rapidement. Ouais. Fait que peut-être qu'on va faire face à ça. Il y a l'effet de nouveauté, ça c'est sûr et certain. Puis est-ce que les gens aiment tant ça, des politiciens de carrière? Pas tout le temps. D'un autre côté, les Carney sont plutôt l'exception que la règle. T'sais. François Legault, ça y a pris combien de temps avant d'arriver au poste de premier ministre? Ça y a pris des années et des années et des années. Il faut que les gens s'habituent, il faut que les gens deviennent presque intimes avec la personne, être capable de se dire cette personne-là pourrait être mon ou ma première ministre. C'est assez rare l'effet inverse. Il faut que les gens creusent leur sillon pendant un bon moment.
Mais peut-être que la tendance Carney va se répéter, je pense. Tu sais, s'il y avait des outsiders, des fois avec un bon bagage, je sais pas, je pense qu'on pourrait en revoir d'autres. Et c'est vraiment l'exception pour le moment. Mais peut-être qu'on va créer peut-être un changement. M. Marissal, là, vous êtes indépendant. Si vous restez, ça sera visiblement pas avec QS. Je pense pas que ce soit avec Éric Duhem non plus. Dans les options qui restent, il doit y en avoir une qui vous rejoindrait plus que les autres. Oui. Ben, c'est assez connu que j'ai parlé avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, c'est un gars que j'aime bien, que je connais depuis 20 ans. Il y aurait du travail à faire de ce côté-là. Si j'y vais, c'est clairement là que je vais. Puis vous voyez ce gars-là comme premier ministre? Ah oui. Oui? Oui. Oui, puis il est bien entouré, puis il commence à avoir pas mal d'expérience. C'est un gars qui est déterminé. Reprenez où est-ce qu'il était il y a 5-6 ans. Quand il a succédé à Jean-François Lisée, tout le monde disait, c'est pas sérieux. Il sortait du cégep. C'est quasiment une job d'été, puis ça fera pas. Puis ils étaient en bas de 10 % à l'époque. En bas de 10 % Alors, tu sais, chaque jour suffit sa peine, puis il a travaillé. Mais c'est parce qu'il y a trop de monde comme moi qui vont bloquer sur l'indépendance. Parce que là, actuellement, avec tous les autres problèmes qu'on a, ça va tout simplement accentuer nos problèmes. Mais Stéphane, oui. Si, je ne veux pas faire un argument pour le PSPP, là, mais moi, je le trouve trop arrogant encore. Mais on a si on dit l'indépendance n'intéresse pas le Québec, on n'a aucune crainte à voter PSPP parce qu'il va y avoir un référendum. Je comprends le négatif, ouais. Mais en même temps, il va y avoir beaucoup d'énergie mis là-dessus. Mais j'aime bien ton explication, je comprends mais ça, c'est au PQ de convaincre les gens, là. C'est ça. En particulier les jeunes. Puis moi, j'en ai 4 à la maison. Puis j'ai eu des discussions avec ces 4-là. Les 3 sur 4 sont en âge de voter. La petite à 16 ans ne peut pas voter encore. Mais moi, j'ai été surpris de leur changement d'opinion quant à la souveraineté du Québec. Et ils sont les 4. OK, vous parlez de politique avec vos enfants? Oui. C'est immanquable, là, de toute façon. Oui. Là, puis, parce moi, c'est parce qu'il me texte juste, es-tu prêt à souper? Qu'est-ce qu'on mange? Mais l'un n'empêche... Ça n'avait rien autour de ça. L'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, ma fille qui m'écrit parce qu'un tuyau qui a pété dans son appartement, on parlera pas de politique ce jour-là. Mais le dimanche soir, quand on se rencontre, oui, on parle de politique. Puis ils sont indépendantistes. Mais moi, je préfère les entendre que parler. Mais parce que, de toute façon, ils sont capables de lire ce que je dis. Puis je veux dire... Puis de se faire sa propre opinion aussi, même si vous êtes en politique. Puis moi, je veux les entendre. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous rejoint? Évidemment, la question du logement. Les jeunes aujourd'hui disent « Je ne serai jamais capable de m'acheter une maison, à moins que papa, maman fassent bien de l'argent et qu'ils soient capables de m'aider. » Ça me touche, tout ça. Mais quand ces jeunes-là me disent « Moi, j'aimerais ça vivre dans un Québec pays. Je peux pas écouter ça. Alors, pourquoi? » Puis après ça, les amis qui viennent écouter un match de hockey un soir. Moi, je veux les entendre, ces gens-là. Je comprends. Mais je vous renverrai à quelque chose d'essentiel que vous avez dit tantôt. Parce que c'est drôle, vous l'avez dit en parlant un peu de la gauche, mais moi, c'est mon impression face à l'indépendance, l'idée de l'indépendance depuis des décennies. Il y a un bout où vous devez vendre le projet, mais il y a un bout où vous ne devez pas dire aux gens c'est parce que vous n'avez pas compris encore. Ben, c'est clair. Parce que le PQ a eu tendance à faire ça, ou les indépendantistes ont eu tendance à faire ça. Qu'on n'avait pas compris. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre c'est quoi les avantages d'être indépendant. J'ose croire qu'on n'est plus là. Moi aussi. J'ose croire qu'on n'est plus là. Puis évidemment, la défaite Craqueur de 95, ça a créé certaines frustrations, surtout considérant le comportement du gouvernement fédéral et du reste du pays, là, qui a comme piétiné toutes nos règles électorales. Ça, c'est un fait avéré, là. Mais non, effectivement, il ne faut pas prendre l'électorat de haut. Moi, je dis toujours, c'est aux gens, aux partis politiques de convaincre. Je me suis fait dire, et avec raison, vous savez, les gens n'aiment pas beaucoup les transfuges, vous allez passer pour un vil opportuniste, mais j'ai dit, c'est à moi à démontrer à l'électorat que c'est plus que ça, et que c'est pas ça. Après ça, l'électorat va décider. Si d'aventure, je décide de me représenter, puis que le 6 octobre, je suis plus député, ben j'aurai compris le message, puis je me promènerai pas partout en disant les gens de Rosemont sont des imbéciles qui ont rien compris. Est-ce qu'ils ont déjà voté à PQ, Rosemont? Ah, ben ça a été péquiste pendant 24 ans avant moi. OK. Oui, puis des gros noms, là, Rita Marcellet, Louise Baudouin, Jean-François Lisée. Okay. Oui, il y a un historique très péquiste dans ce coin-là. Je veux vous envoyer sur une ligne qui chevauche vos deux métiers. Les gens nous écrivent ce matin en réaction à l'entrevue. Pourquoi je trouve M. Marissal plus humain que d'habitude ce matin
pourquoi je le trouve raisonnable et bon communicateur. Ce que j'ai Ah, répondu... mais plusieurs pensaient qu'on allait chicaner, là. Oui. Alors que la chicane, Toi-même. c'est derrière moi. Euh, Moi aussi. Ce que j'ai répondu à ces gens-là, ben, c'est là-dessus que je veux vous amener, c'est que là, il est interviewé par un humain et non pas par un journaliste sur la colline parlementaire qui cherche à confronter. Est-ce qu'il y a un problème avec la couverture politique qu'on fait qui est toujours en opposition? On a l'impression des fois que les journalistes veulent juste ils vont à la clip, pêche, la puis ils bébête. veulent sortir quelque chose qui va causer du trouble, mettons. Oui, mais c'est dans la nature de la bête, malheureusement. Les journalistes sur les collines parlementaires, puis je sais, j'ai fait les deux, autant à Québec qu'à Ottawa, les journalistes couvrent la politique comme les politiciens la font. Nous autres aussi, comme politiciens, on fait ça. On est toujours sur la clip, on est toujours à mordre le mollet de l'autre. On est toujours à essayer de prendre l'autre en défaut, de dire une vacherie. Vous savez, souvent quand je donne des conférences chez les jeunes, les cégeps ou les universités, ou les gens en général, je leur pose la question, d'après vous, la période des questions, là, c'est combien de fois par semaine, puis ça dure combien de temps? J'ai toutes sortes de réponses. Les gens, en général, pensent que ça dure 3 heures par jour, puis c'est 5 jours semaine. Non, 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 non. C'est 3 fois par semaine, 45 minutes. C'est à peine 2 heures, là. C'est ça. Mais c'est juste ça qu'on retient, parce que c'est là qu'elle est la clip, puis après ça, quelqu'un sort dans le corridor, puis sort une ligne, puis coupable votre honneur, je suis capable d'en sortir des lignes aussi, puis c'est ça qui fait... Il y a une des raisons, puis je veux pas me vendre ici, mais une des raisons pour lesquelles je suis peut-être plus humain, mais je ne sais pas si je suis plus humain, mais je suis plus relax, en tout cas. Je suis libéré de... Vous n'avez pas de ligne de pression, puis je suis libéré d'avoir absolument à défendre, puis ça use après 8 ans, justement, à toujours mordre le mollet. Si j'ai le goût de vous dire que Christian Dubé, là, malgré tout, c'est un gars que j'aime bien, là, ben, je me priverai pas de le dire. Puis si je continue à faire de la politique, j'espère que je vais garder ça. Malgré la ligne Parce de que parti. tout ça. les journalistes font leur boulot sur les collines parlementaires, mais ils couvrent un milieu hostile. OK. Alors, je pense que tout le monde se promène des coudes bien, bien haut là-dedans. Puis pour faire du chemin sur la question de Nico que j'ai trouvé super intéressante, en politique, nous, ce qu'on voit en tant qu'électeurs, tu sais, ceux qui votent, en tant que population, ce qu'on voit, c'est beaucoup de confrontations, mais de le voir du côté humain, que justement, les politiciens se laissent un petit peu plus aller, on dirait que ça permet d'avoir un sentiment de proximité. Puis je trouve ça plate qu'on n'en voit pas plus de côté humain. On a reçu Marois Risky, elle nous parlait de ce côté humain-là. On a reçu aussi une autre... Sonia Lebel. Sonia Lebel. Et on parlait- Mais oui, c'est parce que je ne vois pas beaucoup dans le côté On politique. parlait très humainement, puis ça nous permet de aussi mieux comprendre la politique. Parce que j'ai l'impression que en général, ce qu'on entend, c'est justement des bagarres de chats, de chiens, puis on a moins ce côté-là. Puis si on laissait plus aller le côté humain à travers la politique, je pense que ça nous permettrait de mieux comprendre chacun des partis. Ben, et je les candidats. peux pas être plus d'accord, et c'est ça que j'ai vu hier, puis moi, je vais me rappeler de cette journée-là toute ma vie. C'était une journée inusitée, c'est vrai, dans le sens qu'il y a vraiment eu un cataclysme dans ce salon rouge-là, mais j'ai vu des regards des gens, j'ai vu des Mais poignées c'est de beau, main, c'est j'ai vu ça qu'on des veut. accolades. Oui, puis On veut tu sais, du vrai. moi je suis bien chum avec des gens qui sont pas du tout de ma formation politique. Chico, Enrico Ciccone, par exemple, c'est un gars que j'adore, c'est un gars hyper humain. dur à haïr parce qu'il est Hyper plus gros humain. que les autres. Oui, oui. En tout cas, il est pas mal plus gros que moi. Mais le gars, il a joué dans la Ligue nationale, il donnait des tapes à la gueule, puis c'est un super sensible, c'est un bon gars, Chico, puis toujours à demander comment ça va, puis... tu sais, oui, c'est vrai qu'on devrait voir ça un peu plus, mais la nature de la bête politique fait qu'on y va toujours pour la jugulaire. Et je pense que ça use du monde. Je pense que ça use. Je dois faire comme Québec solidaire puis vous mettre dehors. Je suis pas sorti en premier, fait que c'est vous qui me mettez dehors. Merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir partagé. Ben, merci, on a eu du temps. temps. C'est un luxe rare dans les médias aujourd'hui. Vous voyez, qu'on a plus de temps aussi pour parler plutôt Moins de que la clip de 15 secondes. Ouais. C'est juste parce qu'on n'a pas d'annonce. Non, non, c'est pas vrai. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. Vincent Marissal était notre invité, député indépendant à l'Assemblée nationale. Nous, on s'arrête quelques instants. Bougez pas.